Eh bien, bonjour à tous merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire que nous avons dédié à la décarbonation de l'industrie en pratique. Je me présente puisque je vais animer ce webinaire ce matin. Donc, je suis Jean-Philippe Thierry, directeur innovation et industrie du futur chez France Industrie, qui est l'organisation professionnelle représentative de l'industrie en France. Et donc, je vais tout de suite avancer pour vous dire qu'on a un programme chargé ce matin, puisque on a un certain nombre d'interventions. Alors, je donne tout de suite la parole à Vincent Moulin-Wright, directeur général de France Industrie, pour l'introduction de ce webinaire. Bonjour à tous. D'abord, je vais remercier tous les participants qui se sont connectés ce matin pour leur présence et pour l'intérêt majeur de ce sujet. Remercier évidemment les partenaires de ce webinaire, la Direction générale des entreprises, l'ADEME, le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques et l'entreprise témoin Tata Steel qui est avec nous. Alors, France Industrie a souhaité organiser ce webinaire avec la DGE et avec l'ADEME pour répondre en fait aux questions pratiques que vous, les entreprises, êtes amenés à vous poser en termes de décarbonation de vos propres activités. Alors, la décarbonation répond à un objectif européen de neutralité carbone 2050 et en France à la stratégie nationale bas carbone. Et à plus court terme, elle rejoint l'actualité qui nous rattrape avec le sujet de la sobriété énergétique. Elle concerne tout le monde, les ménages, bien sûr, le secteur tertiaire et bien sûr l'industrie. Alors, les effets de la décarbonation sont bénéfiques à court terme, bien sûr, pour économiser des ressources souvent coûteuses et toujours carbonées, mais elles sont aussi bénéfiques à long terme pour lutter contre le changement climatique. Alors, pour l'industrie, qui émet désormais moins de 18% du total des émissions carbone de la France, on a coutume de dire que nous sommes l'industrie 18% du problème, mais 100% des solutions. En effet, l'industrie a beaucoup contribué déjà à la performance de la France en matière de lutte contre le changement climatique, puisque en 30 ans, l'industrie manufacturière française a divisé ses émissions de carbone par 2 dans ses usines, même si une part de cette baisse est due à la désindustrialisation qu'on a connue sur cette période, une part aussi est due aux efforts massifs de décarbonation des industriels. Et l'industrie manufacturière avec l'énergie représente en fait 90% de l'effort que la France a fait sur cette période pour se décarboner. C'est dire qu'il existe désormais d'autres gisements de décarbonation possibles, outre l'industrie, le secteur de la construction et du bâtiment, les activités de mobilité, l'agriculture et évidemment la vigilance sur les puits de carbone. Donc la France produit grâce à ses efforts le point de PIB le moins carboné des pays avancés et beaucoup de filières industrielles se sont mobilisées pour être capables d'être au rendez-vous de la SNBC en 2030. Il faut donc évidemment continuer dans la mesure des possibilités des filières et avec la mobilisation des filières pour éviter que, au risque d'aller trop vite et trop loin, on rebascule vers la désindustrialisation. Pourquoi? Parce que chaque pourcentage de baisse de carbone maintenant a un coût carbone élevé, plus élevé qu'auparavant, puisque dans les années que nous avons vécues, on a forcément commencé à décarboner les points qui étaient les plus accessibles. Alors, la décarbonation, c'est aussi une alliée de la réindustrialisation. Comme je le dis, ça ne doit pas être une menace de désindustrialisation, ça doit être une promesse de réindustrialisation, car le changement climatique et les impératifs de décarbonation du système productif doivent en effet constituer un pilier de stratégie de réindustrialisation en proposant des solutions efficaces pour réduire les émissions à travers la recherche sur tout le territoire et à travers des technologies d'avenir qui seront aussi exportables. Donc, l'industrie apporte des solutions, vous en êtes tous porteurs,
l'industrie des énergies nucléaires, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, des bioénergies, de la capture et du stockage du carbone, mais aussi les réseaux intelligents, l'éco-conception de nos produits, le recyclage, les nouveaux matériaux pour l'isolation, les véhicules électriques, toutes les technologies bas carbone que l'on a dans nos industries. Alors, évidemment, il ne faut pas être naïf dans cette dynamique. Nous avons devant nous quand même plusieurs freins à la décarbonation que nous levons collectivement. D'abord, les industriels doivent avoir un accès à l'électricité décarbonée, puisque décarboner, c'est dans nos usines et dans nos process électrifier notre industrie. Et cette énergie, elle doit être abondante, compte tenu des volumes massifs d'énergie décarbonée dont on aura besoin dans les années à venir, abondante, compétitive et, si possible, souveraine. Deuxième obstacle, ou en tout cas deuxième besoin, c'est des soutiens, notamment des soutiens publics à la recherche-développement, puisqu'une grande partie des solutions de décarbonation relèvent d'innovations de rupture que les industriels seuls ne peuvent pas financer, tant le temps de mise en œuvre de ces technologies sera long et incertain. Troisièmement, il faut en contrepartie une industrie compétitive et pour cela lever évidemment les poids de la qualité de production notamment qui pèse encore sur l'industrie française beaucoup plus que ses partenaires européens pour donner des capacités d'investissement à notre industrie puisque les investissements dont on parle vont être massifs. Et enfin, il faudra aussi lever avec les pouvoirs publics progressivement les freins réglementaires qui sont devant nous, mais on a avec nous une administration très compréhensive et très aidante, et je tiens vraiment à la remercier pour tous les efforts et la rapidité et l'agilité dont ils font preuve pour nous aider au quotidien, pour lever tous ces freins. Alors pour terminer, on se réunit aujourd'hui électroniquement pour regarder justement ces soutiens publics, de quelle nature sont-ils, comment ça se manifeste, quels sont ces dispositifs d'accompagnement que vous connaissez, mais qui sont nombreux, qui ont des règles, donc qui sont parfois compliquées, mais ils ont beaucoup de chance en France d'avoir eu le plan de relance, le plan France 2030, qui amène des moyens considérables sur le volet de la décarbonation. Et c'est donc avec les experts qui sont autour de la table ce matin qu'on va pouvoir répondre à vos questions et regarder ensemble le champ des possibles dans ces soutiens à la décarbonation. Merci Vincent. Nous accueillons tout de suite Thomas Gouzen, qui est sous-directeur de la politique industrielle à la Direction générale des entreprises, pour un panorama général sur la décarbonation de l'industrie. Thomas, je te laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va vous passer des slides, effectivement. Je me présente déjà très simplement, Thomas Gouzen, du coup, sous-directeur de la politique industrielle au ministère de l'économie, du coup, à la Direction générale des entreprises et du coup, au service de l'industrie. Et on a la responsabilité dans la sous-direction des travaux, qu'évoquait Vincent notamment, sur la décarbonation de l'industrie. Je vais vous faire une présentation, effectivement, rapide, 10 minutes, un peu en trait d'union finalement entre les grands enjeux qu'évoquait Vincent et ce que va vous raconter aussi l'ADEME plus tard, et ce qui vous intéressera plus directement, peut-être quels sont les mécanismes d'aide, de soutien, d'accompagnement que les pouvoirs publics mettent en place pour les industriels, pour leurs solutions de décarbonation. Du coup, vous donner une vision d'ensemble et qui permet de cadrer un petit peu les ordres de grandeur, les objectifs et faire le lien avec du coup, comment sont élaborées, sont construites les politiques publiques sur ces sujets-là de décarbonation. Ces politiques publiques, elles s'inscrivent dans un contexte en fait à la fois international, à la fois européen et du coup spécifiquement français. Les accords de Paris, la COP, les COP 2021, tout le monde connaît, avec des objectifs climatiques, essayer de rester au-dessous des plus de % d'augmentation de température. Au niveau européen, peut-être moins connu, mais c'est des discussions très actives en fait en ce moment. Un nouveau paquet en discussion, Fit for 55, comme on l'appelle,
qui va viser des objectifs vraiment rehaussés, en fait, encore plus ambitieux, de décarbonation vraiment au global, hein, de nos émissions carbone. Alors de 90 jusqu'à 2030. Et on a en France alors un référentiel un peu différent, c'est 2015 vers 2030. Mais on a des objectifs actuels fixés par ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, de moins 35% entre 2015 et 2030, qui vont faire l'objet en fait d'une revue là pendant les mois et années à venir, et qui vont probablement venir traduire les objectifs rehaussés côté européen. Sans en faire trop sur le cadre, mais simplement pour dire que ces objectifs-là, ça correspond à un comptage réglementaire et puis à des engagements internationaux qu'on a et que nos autres partenaires européens et mondiaux ont également. Le rôle de l'industrie, Vincent le disait un petit peu, c'est à la fois se décarboner, baisser ses émissions. On va essentiellement parler de ça aujourd'hui. Et c'est aussi apporter des solutions. Du coup, quels sont les véhicules bas carbone pour les transports? Quels sont les nouveaux matériaux durables pour les bâtiments? Quelles sont les nouvelles solutions de recyclage des plastiques, du bois, des métaux, etc. Il y a une vision assez large. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur les sujets de décarbonation au sens de la baisse directe. Dans la vision d'ensemble, on a déjà une trajectoire de baisse en réalité des émissions directes de carbone de l'industrie qui a déjà commencé depuis les années 90. On entend parfois que c'est lié à la désindustrialisation, ce qui n'est pas si vrai en réalité quand on regarde les chiffres. Le facteur essentiel, c'est en réalité l'efficacité énergétique. Depuis 90, les industries, les industriels sont plus efficaces, ont cherché à économiser sur les dépenses énergétiques, sur leurs dépenses de procédés. C'est en fait essentiellement ça qui a fait déjà baisser les émissions de l'industrie. Et un point un peu spécifique sur la chimie, sur le protoxyde d'azote, là qui compte en fait pour un tiers au global de ces émissions de gaz à effet de serre. Et la désindustrialisation, ça joue un rôle finalement assez peu pondéré, voire au contraire, en fait, on a une augmentation de la demande, de la valeur ajoutée industrielle qui se constate, même si en différentiel, on le voit à la slide d'après, on a en réalité une empreinte carbone qui augmente avec plus d'importations au global. Quand on regarde la comparaison du coup, entre ce qu'on produit en France, ce qu'on émet en France, et ce qu'on importe du coup, comme production et ce qu'elles émettent à l'étranger, on voit qu'on a eu en fait à la fois une trajectoire plus efficace sur nos productions et en même temps, on a augmenté notre empreinte carbone vis-à-vis de nos importations. Et on le voit sur les écarts de trajectoire sur la gauche. Et quand on regarde sur la droite, si on zoome bien avec ses yeux, on voit que les productions françaises, en fait, c'est les petites barres vertes, sont moins carbonées que les productions dans le monde, même que les productions dans l'OCDE, c'est-à-dire les pays assez comparables, et sont surtout énormément moins carbonées que les productions dans les pays hors OCDE. Donc, produire en France, c'est plus vert, c'est moins carboné qu'importer en fait des productions extérieures. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que même dans les autres pays, en fait, l'efficacité carbone s'améliore et on a au global quand même une industrie dans le monde, on va dire qui pollue moins, qui est moins carbonée, même dans les pays hors OCDE. Pour passer, Jean-Philippe, à la slide suivante, là, on refait un zoom sur les émissions en fait carbone de la France et leur concentration. Du coup, l'industrie, c'est 18% du sujet. Les autres grands secteurs, ce sont le bâtiment, l'agriculture, les transports. Et au sein de l'industrie, on a en fait des émissions qui sont vraiment très concentrées autour de 4 grandes filières. On a la métallurgie, on a la chimie, on a les matériaux de construction, c'est pour beaucoup le ciment, et l'agroalimentaire, notamment le sucre, l'amidon, des secteurs en fait très ciblés qui émettent plus de 3/4 en fait des émissions de l'industrie au global. Et du coup, tout le reste qu'on peut mettre dans la santé, l'électronique, l'automobile représente une portion finalement beaucoup moindre des émissions directes de la France. Et quand on regarde la cartographie des grands sites émetteurs français, c'est aussi très concentré sur certains sites et sur certaines zones. On voit assez clairement sur la petite carte, notamment les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer qui se dégagent en termes d'émissions. Donc on a une concentration qui amène à avoir des politiques publiques qui rationnellement s'orientent à la fois finalement vers ces industries très émettrices et qui traitent aussi les émissions diffuses. Donc le petit A, la industrie émettrice, c'est vraiment là où les émissions sont concentrées et il y a une rationalité à les traiter de façon ad hoc. Et le petit B, les émissions diffuses, c'est finalement tout le reste, mais qu'il va y avoir besoin d'aller chercher aussi pour atteindre nos objectifs climatiques.
Une slide un petit peu riche, mais pour simplement donner quelques idées sur la manière dont les politiques publiques en fait, sont construites avec les acteurs sur ces sujets. Les industries émettrices, du coup les filières métallurgie, agroalimentaire, chimie, etc., ont déjà des mécanismes en fait, de marché au niveau européen, en gros du prix du carbone, un marché carbone, pour reprendre un terme que beaucoup d'entre vous, je pense, ont déjà entendu, qui donne des incitations économiques à décarboner. Et c'est le premier point, j'y reviendrai très rapidement après. On a aussi en point 2 une planification avec les industriels où on a depuis 2019-2020 commencé à élaborer des feuilles de route avec les filières pour savoir comment on fait. Comment on fait, quelles sont les étapes industrielles, quelles sont les étapes technologiques, quel est le calendrier dans le temps, comment on peut faire. Le point 3, c'est des financements pour pouvoir réaliser tout ça. Et on a des financements qui sont importants dans les politiques publiques sur la décarbonation de l'industrie. On a déjà engagé et consommé 1,2 milliard avec le plan de relance. Donc là, dans les 2 dernières années, et c'était vraiment une nouveauté, une politique publique nouvelle qu'on fait avec 250 projets là, de décarbonation qui ont été déclenchés avec ces crédits. Et pour France 2030, ce sera 5 milliards. Là, on est vraiment tout au début, qui vont être consacrés à ces enjeux de décarbonation pour les 5 années à venir. Pour les industries diffuses, le sujet est un peu différent puisqu'on a des concentrations d'émissions qui sont beaucoup moindres et finalement des sujets qui sont tout autant l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique que les émissions directes et des prises en main de ces sujets-là qui sont un petit peu différentes. Et du coup, des obligations, notamment de production de bilan de gaz à effet de serre pour les entreprises de plus de 500 salariés. Il y a des accompagnements de l'ADEME, de la BPI, des CCI, etc. Là, c'est vraiment en gros des gens, des experts qui vont donner des conseils, qui vont venir dans les entreprises pour aider à voir quoi faire et à accompagner, à conseiller. Et des financements qui sont des financements avec des ordres de grandeur moindres que pour le petit A industrie émettrice, mais qui sont significatifs néanmoins et qui aident à donner les coups de pouce pour déclencher les investissements. On y reviendra plus spécifiquement justement avec l'intervention de l'ADEME sur les dispositifs du moment, qui sont ceux qui probablement vous intéressent le plus dans l'actualité. Voilà le panorama un petit peu général des politiques publiques et je vais passer assez rapidement vraiment sur l'ensemble qui reprenait un peu plus en détail, mais ça fait des images visuelles pour fixer un peu les idées. On a un cadre européen de prix du carbone, là qui s'applique vraiment sur les industries carbonées. Il y a 1000 sites industriels en France qui sont couverts et avec un système en gros de mettre un prix au carbone avec un système de quotas et des systèmes d'échange entre industriels qui sont inclus dans ce système pour donner des incitations aux industriels à dire ça a un coût d'émettre et vous avez du coup un intérêt économique à émettre moins. C'est vraiment le principe en fait là, de ce marché de carbone au niveau européen et on voit une dynamique en fait de ce marché-là avec un prix du carbone, un coût du carbone qui augmente et qui incite d'autant plus se décarboner dans sa trajectoire économique. Le point de la slide suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux industriels en Europe. Et là, c'est en train d'être mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un peu un système miroir de ce marché carbone au niveau européen, mais du coup pour les importations, en disant il faut mettre un prix du carbone aussi pour ce qui est importé, ou pour les importations sidérurgiques ou chimiques qui sont produites ailleurs. Un mécanisme qui ressemble un petit peu, et sans rentrer dans les détails, qui revient également à mettre un prix du carbone pour ce qui est produit ailleurs et ce qui est vendu en Europe. Les points suivants, on donne 2-3 idées sur la manière dont on approche en fait, les feuilles de route de décarbonation avec les grandes filières émettrices. Du coup, prenez visuellement l'exemple de la feuille de route ciment, simplement pour avoir un peu une indication un peu concrète de pourquoi on émet dans le ciment, en l'occurrence du carbone. Il y a différents axes en fait, qui se retrouvent dans les autres filières. Il y a un axe parce qu'on chauffe des choses très fort, donc on consomme beaucoup d'énergie. Et en général, c'est des énergies qui historiquement sont fossiles, type du gaz, du charbon, du fioul. Et on a besoin, notamment dans le ciment, mais c'est vrai dans les hauts fourneaux, ça peut être vrai dans la chimie, etc. On a besoin de chauffer des choses très fort. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et on a un enjeu là-dessus. De changer aussi les sources énergétiques de ces industries-là pour les rendre moins carbonées. En gros, passer du fioul à l'électrique ou à l'hydrogène, passer de chaudières gaz à des chaudières biomasse, et c'est un des leviers principaux de décarbonation de ces industries. Et on a un autre aspect qui est en fait assez spécifique à chacun, qui est dans le process, donc dans le ciment.
il y a un processus dans le clinker qui, en fait, par des recombinations chimiques, émet du CO2, produit du CO2. Et là aussi, c'est un sujet qui est différent des sujets énergétiques ou efficacité des procédés, qui est un sujet de comment on baisse les taux de clinker, comment on change un petit peu ces modes de process. Et ça demande des fois des sauts technologiques un peu plus importants. La slide suivante, sans rentrer dans les moindres détails, mais c'est un petit peu le panorama des différents travaux que les industriels avec nous ont pu mener, donc les filières chimie, métallurgie, ciment, agroalimentaire. Donc on sait déjà en partie quelle est la route à parcourir avec ces différentes filières pour atteindre des enjeux de décarbonation qui sont assez importants, hein, passer à des ordres de grandeur qui sont de moins 30, de moins 40, de moins 40%, et qui sont compatibles avec les objectifs de la SNBC2 globalement. Et pour finir, la troisième partie, passons sur les lauréats de France Relance, mais c'était simplement pour donner quelques projets concrets, mais peut-être que l'ADEME y reviendra dans ses interventions aussi. Et simplement, du coup, en toute dernière partie, pour zoomer un petit peu sur les politiques publiques, non pas tant leur philosophie, mais en fait leur aspect assez concret, quel est l'argent qu'on met sur la table et comment. Dans le plan de relance, on a mis 1,2 milliard d'euros sur un fonds de décarbonation de l'industrie spécifiquement dédié à ces enjeux. Il va financer des projets industriels site par site qui vont décarboner. On avait deux volets, vraiment un volet, disons, un peu généraliste, décarbonation des procédés, d'efficacité énergétique, et un volet spécifiquement chaleur bas carbone, chaleur biomasse, très ciblé sur passer de chaudières gaz à des chaudières biomasse. Dans la logique générale, c'est vraiment d'avoir des industriels qui ont des projets de décarbonation et qui disent mon site carboné, je vais mener un projet de transformation sur ce site-là, un projet d'investissement. Et on vient apporter des subventions de l'État pour compenser ou pour rentabiliser le projet en quelque sorte. On ne va pas aider des projets qui sont naturellement rentables pour les industriels, mais on va aider vraiment à passer le cap pour des projets qui sont des investissements conséquents, qui sont chers, qui ont un intérêt pour le climat. Et on va regarder en gros quel est le trou de rentabilité pour l'industriel, quel est le funding gap, comme on dit en langage bruxellois, pour venir apporter les subventions nécessaires pour déclencher les projets. Dans le cadre de France Relance, on a fait 1,2 milliard. On est au bout globalement. On a 200, même près de 250 lauréats en fait maintenant, qui se répartissent un peu partout en France, et des objectifs climatiques là, qui sont assez probants. On va décarboner moins 1,5% des émissions au total de l'industrie. On a une réduction qui est vraiment probante et qui va se voir. Dans France Relance, on va continuer. Dans France 2030, on va continuer. Et là, pour être vraiment très schématique, puisque l'ADEME y reviendra vraiment en détail, on va avoir 5 milliards vraiment consacrés à la décarbonation des sites industriels, vraiment dans le même type de logique que France Relance, en ciblant à la fois sur les technologies matures, similaires à ce qu'on a déjà lancé dans France Relance et qu'il va falloir poursuivre, et en même temps, en ouvrant des volets plus technologiques pour financer des paliers industriels, des paliers technologiques qui sont plus chers, sur l'hydrogène, sur la capture, le stockage de carbone, et sur lesquels il va falloir avancer en fait pour vraiment tenir des trajectoires ambitieuses de décarbonation. Et on a à côté de ça 600 millions d'euros qui sont sur une logique un petit peu différente, qui sont développer l'innovation, développer les solutions en fait de décarbonation, c'est-à-dire produire en fait en France les outils industriels qui vont être utiles pour les clients carbonés, les clients industriels qui vont eux-mêmes agir sur leur site pour les décarboner. Et la toute dernière slide que je vous montre, je ne vais pas la passer en détail puisque l'ADEME y revient vraiment juste après dans son intervention. Mais c'est que concrètement, on a plusieurs appels à projets, on a beaucoup d'appels à projets qui sont lancés, chacun se plaçant en fait avec pertinence sur un segment d'aide en fait qui est utile aux acteurs concernés. Et l'ADEME va vous le présenter là juste ensuite pour bien vous indiquer ce qui est utile, pratique et pragmatique pour vous tous en fait dans ce paysage d'appel à projet. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. On entre maintenant dans la partie la plus pratique, on va dire, de ce webinaire avec l'intervention de Marina Boucher, qui est coordonnatrice du pôle Industrie 2030 à l'ADEME.
Marina vient nous présenter les différents soutiens de l'État à la décarbonation, qu'il s'agisse d'accompagnement ou d'aide financière. Marina, je te laisse la parole pour une trentaine de minutes maximum et on pourra peut-être prendre quelques questions à la fin de ton intervention. Je vais avoir une présentation en 4 temps, une petite intro, mais qui a déjà été évoquée. Une partie formation, études, accompagnement, une partie sur les dispositifs de soutien et également pour aller au-delà. J'ai vu les quelques questions sur bilan carbone et approche territoriale. Je vais essayer de répondre en même temps à ces aspects-là. Donc cette carte, on vient de la voir à l'instant avec Thomas. Donc en effet, l'industrie française qui concentre à peu près 20% des émissions industrielles concentrées sur des secteurs et des territoires, avec ces 9 secteurs qu'on a évoqués à l'instant, énergo-intensifs, qui concentrent beaucoup sur peu de sites, hein, donc une grosse cible pour abattre nos émissions, mais pour autant des industriels du diffus qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, qui représente 40% des émissions et également des consommations énergétiques, avec des leviers à mettre en œuvre qui peuvent être différents, mais qui ont toute leur place dans les actions à conduire pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Du coup, sur la slide suivante, je vais vous parler des leviers de décarbonation. Donc là, c'est une slide qui reprend de manière générique les différents gisements et potentiels que l'on peut identifier. Quand on parle de décarbonation, il y a plusieurs moyens d'arriver à cet objectif. Le tout premier, c'est bien la sobriété, qui n'est pas indiquée là, qui n'est pas chiffrée, mais qui réside dans les actions du quotidien. C'est les démarches de rationalisation des usages, d'utilisation de l'électricité au quotidien, des utilités en monde industriel. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, du bon sens, n'empêche qu'il faut passer par cette étape-là pour attaquer le sujet de la décarbonation. Ensuite, on rentre dans les leviers d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est identifié depuis grand temps, mais qui représente tout de même un gisement encore très important, puisqu'on voit 65 TWh identifiés dans l'industrie lourde. Quand on parle d'industrie lourde, on parle de la chimie, du sucre, du lait, de la sidérurgie, métallurgie, papier, carton, verre, ciment, forge, fonderie. Donc vraiment, ces secteurs consommateurs, pas intensifs, mais consommateurs. Et 40% de ces gisements sont concentrés sur les procédés et non pas les utilités. Donc là, on a un certain nombre de sujets qui sont accompagnés depuis plusieurs années dans le cadre des C2E, mais tout n'est pas couvert aujourd'hui. Il y a des actions à conduire sur les différents équipements industriels, assez simples, récup de chaleur, action sur les moteurs, sur les compresseurs, des systèmes de régulation, voilà, tout ça est quand même bien identifié aujourd'hui, et ça, c'est des choses qui sont généralement mises en lumière dans le cadre des audits énergie, quand on fait cette photographie de l'existant et des actions d'efficacité qui peuvent être conduites. Un levier qu'on identifie un peu à part, qui est complémentaire, tout en sachant que les données de gisement qui sont indiquées ici, ce ne sont pas des données qui sont sommables, et on parle bien de gisements techniques. Donc, des gisements techniques, c'est que c'est techniquement faisable, mais on n'a pas dit que c'était viable économiquement à ce stade-là de l'analyse. Donc, du côté de la chaleur fatale, on identifie près de 110 TWh de chaleur fatale rejetée. Bon, il y a plus que 50 TWh quand on regarde au-delà de 100 degrés. Donc ça, c'est une limite importante, hein. On ne peut pas faire tout avec de la chaleur à moins de 100 degrés. Donc, techniquement, c'est récupérable. Après, est-ce que potentiellement, ça a un enjeu sur un site industriel à certains niveaux de température? C'est une autre question. N'empêche que cette étude SERENE a permis de mettre en évidence ce fort gisement. Il faut savoir que depuis 5 ans, finalement, on a récupéré, quand on fait un petit bilan sur les dispositifs d'aide, C2E, Fonds Chaleur, on identifie à peu près 10 Tera qui ont été valorisés depuis 5 ans. C'est un gisement, mais ça ne fait pas tout. Il y a encore beaucoup de potentiel sur la chaleur fatale. Donc, la chaleur fatale, pour la valoriser au sein même d'un procédé, on récupère à la fin d'un sécheur, on réinjecte en amont du sécheur. On a une boucle qui permet d'être plus efficient. Soit pour récupérer sur une autre brique du site industriel, on récupère sur un sécheur pour alimenter en amont d'une chaudière ou pour faire de l'eau chaude pour du lavage, etc.
ou sinon tout simplement, de manière plus complexe, pas tout simplement, récupérer pour alimenter un industriel voisin ou un réseau de chaleur voisin pour faire une synergie territoriale. Voilà, donc là, il y a un petit graphe qui reprend un peu les endroits où on identifie le plus de gisements de chaleur fatale en milieu industriel. Là, tu allais un petit peu vite, Jean-Philippe. Sur la slide précédente, le troisième potentiel finalement de décarbonation, c'est l'intégration des ENR en milieu industriel. Donc là, on parle beaucoup de chaudière bois, CSR, parce que c'est ce qui peut répondre facilement à l'ensemble d'un besoin d'un site industriel, notamment producteur de vapeur. Pour autant, il faut avoir en tête que pour les ENR, on a quand même tout un panel de solutions possibles qui peuvent être intégrées en milieu industriel, pas pour couvrir l'ensemble des besoins, mais qui peut permettre de répondre à certains besoins en fonction des niveaux de température. Donc là, j'ai deux exemples. L'exemple du solaire thermique, qui est finalement une énergie qui peut représenter 30% des besoins à moins de 200 degrés. Donc, on a quand même un fort potentiel de solaire thermique en France et notamment dans l'industrie. En plus, dans l'industrie, on a des compétences en interne qui sont capables d'exploiter ce type de système, ce qui est un vrai atout, contrairement aux collectivités qui ont finalement pas forcément des ressources techniques sous la main comme en milieu industriel. Côté géothermie, on estime que le territoire français représente est à 90% potentiellement, pardon, je me suis un peu embrouillée, mais 90% des territoires français présentent un potentiel de géothermie à très basse énergie. Donc ça, c'est pareil, pour répondre à des besoins basse température, la géothermie est un bel outil. Donc si on va sur la slide suivante, là, c'est une étude qui date de 2019 qui montrait que finalement, on a un panel de solutions très large pour adresser certains besoins en milieu industriel. Et donc là, ce graphe représente en haut les couvertures en termes de température des différentes technologies. Donc, on a les 4 types d'énergie de récupération les plus répandus en milieu industriel. On a les différentes ENR, donc la géothermie très basse énergie avec une relève PAC, la géothermie basse énergie, moyenne énergie, le solaire thermique, le solaire à concentration, le biogaz, la biomasse, qui en effet couvre une large gamme de températures, et sur les LEC, le solaire PV et l'éolien. En face, les secteurs industriels, leur niveau de température, leur niveau de consommation, pour montrer que finalement, en dessous de 150 degrés, on a la majorité des sites industriels qui ont des besoins et qui peuvent être couverts par des énergies autres que la biomasse. Et bien sûr, la biomasse, la méthanisation, qui peuvent répondre aux besoins pour les moyennes et hautes températures. Tout ça pour dire que quand on réfléchit à une solution biomasse en milieu industriel, il est important de questionner ses usages avant de partir sur une solution clé en main qui couvrira tout. Il est important de voir aussi quels gains peuvent être faits parce que quand on consomme de la vapeur et que finalement on décide de consommer de l'eau chaude sur une petite partie de ses usages, c'est des gains d'efficacité énergétique induits en changement de vecteur et en plus, on peut récupérer de la chaleur ou on peut mettre en place des solutions ENR basse température pour répondre à cette partie du besoin. Donc voilà, en termes de levier de décarbo, partie UNR, on a également l'électrification, donc un potentiel également qui a été identifié à 42 TWh, qui induit une consommation supplémentaire d'électricité. Donc là, quand on regarde les gisements, c'est clairement la mise en place de résistance, la mise en place de pompes à chaleur ou de CFV ou d'appareils à induction. Donc là, des opportunités très intéressantes en milieu industriel qui peuvent permettre également d'abattre les trajectoires carbone de chacun de nos sites. Voilà pour le panorama des leviers de décarbonation quand on parle de gisement et de techno. On va pouvoir partir plus sur la partie formation, études et accompagnement. Donc, côté des dispositifs, donc la première brique finalement, c'est la montée en compétences des hommes en milieu industriel. Et pour ce faire, on a des dispositifs de formation, ProRefi et Invest, qui sont là pour faire monter en compétences les acteurs techniques et financiers des groupes industriels, des sites, pour avoir une gestion au quotidien de l'énergie réfléchie et anticipée et construite, et pour mettre en place des plans d'action dans le long terme. Côté financier, pouvoir vraiment créer une communauté, débloquer les financements et appréhender finalement le financement des investissements de la bonne façon.
Donc ça, c'est des programmes qui sont financés, des programmes de formation financés par les C2E. C'est la T2E côté ProRefi qui le porte. Invest, c'est un programme qui est à l'arrêt aujourd'hui, mais la forme côté C2E, mais la formation est toujours active. Donc, il y a des prix attractifs pour être formé et c'est vraiment le premier levier en termes d'efficacité, de sobriété à activer la montée en compétences des hommes de nos industries. Après le côté montée en compétences, on a donc l'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour décider des bons investissements et des bonnes actions à conduire en milieu industriel. Donc, on parle d'audit énergie. L'audit énergie, c'est quelque chose qui est connu, qui est obligatoire pour les grandes entreprises, mais qui peut être financé quand ce n'est pas réglementaire. Donc, typiquement, toutes les entreprises non soumises à audit obligatoire peuvent demander à l'ADEME un accompagnement pour mener cet audit. Il faut savoir qu'un audit, c'est un gain entre 10 et 25% sur la facture énergétique annuelle. Le fait de le conduire et de mettre en œuvre les premières actions qui sont identifiées dans ces audits. Là, c'est la photographie énergétique d'un site industriel. Il y avait une question dans le chat sur le bilan carbone de l'ADEME. Donc, le bilan carbone, c'est la photographie carbone d'un site industriel et bien sûr que ça a toujours du sens de le conduire et c'est la première pierre à l'édifice avant de continuer sa démarche vers des méthodologies de construction de trajectoires plus dynamiques. Donc, l'audit énergie, la photographie du site industriel, l'ISO 50001, là, ça va être une démarche plus structurante, engageante et pérenne qui va vraiment permettre à l'industriel de se projeter dans le temps sur la mise en œuvre des actions identifiées dans l'audit et pas que. Donc là, c'est du management de l'énergie et qui vraiment, quand il est conduit de la bonne façon, permet d'avoir un accompagnement sur le site et permet de faire les choses dans le bon ordre et avec les bonnes questions préalables. Et c'est quelque chose qui engage l'entreprise, pas qu'une personne, mais également un groupe qui va pouvoir se challenger et réfléchir en communauté. Donc ça, c'est une démarche bien connue et normée qui est accompagnée actuellement par le programme C2E Pro SMEN, qui est intéressant financièrement pour se lancer dans la démarche. L'ADEME peut également apporter une aide à la mise en place du management de l'énergie complémentaire qui, quand on se met en place dans le système de management de l'énergie, sans pour autant viser la norme ISO 50001. Voilà pour la partie management de l'énergie. Une fois qu'on a identifié des actions à conduire qui sont de l'ordre de l'efficacité énergétique ou de l'intégration d'énergie de récupération ou d'ENR en milieu industriel, l'ADEME peut accompagner les études de faisabilité. Donc, les études de faisabilité, c'est on a une idée de projet, on a un besoin, quelle est la solution technique la plus adaptée, quels sont les coûts à mettre en œuvre, quel est le calendrier et est-ce que techniquement et économiquement, c'est quelque chose de viable. Donc ça, l'ADEME peut accompagner donc, ces études à hauteur de 50% jusqu'à 70% selon la taille des entreprises. Donc, on va avoir des études de faisabilité sur la partie efficacité énergétique pour mettre en place un procédé, un nouveau procédé sur site. On va faire des études de potentiel et également de faisabilité sur la récupération de chaleur fatale et également des études de faisabilité sur chacune des ENR que l'on a identifiées auparavant dans la slide précédente. Et enfin, une démarche un peu plus dynamique qui est plus autour du carbone. Donc là, on parlait tout à l'heure du bilan carbone. Donc le bilan carbone, c'est la photographie. Aujourd'hui, on met en œuvre la méthodologie ACT qui se décline sous deux versions, ACT pas à pas et ACT évaluation, qui va permettre de mettre en dynamique justement les enjeux carbone au sein d'une entreprise. Donc ACT pas à pas qui va permettre de définir et de mettre en œuvre des stratégies de décarbonation, quand ACT évaluation va être là pour évaluer finalement la stratégie en place dans une entreprise au regard des objectifs de l'accord de Paris. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises qui disposent déjà d'un plan d'action. Donc ça, cette méthodologie ACT, c'est une méthodologie qui est développée à l'échelle internationale, mais on a un programme volontaire français qui est détaillé dans le slide suivant.
Et donc là, du coup, l'ADEME intervient avec de l'aide à la décision pour accompagner les entreprises à mettre en place leur méthodologie acte pas à pas et donc définir sa stratégie de décarbonation. Donc là, c'est à l'échelle du scope 1, 2 et 3 au sein d'une entreprise. Donc, on prend en considération toutes les émissions. Et il y a également un programme en commun avec la BPI qui s'appelle Accélérateur décarbonation, où là, on cible plutôt les PME pour conduire le même type d'accompagnement. Voilà pour la photographie de l'offre d'accompagnement. Je vais compléter cette brique par l'appel à projet ZIBAC. Donc, l'appel à projet ZIBAC, c'est un appel à projet qui est arrivé dans le cadre de France 2030, mais qui ne vise pas à donner de l'argent pour investir directement, mais pour conduire des réflexions de fond sur les zones très intensives en carbone que l'on a identifiées déjà tout à l'heure sur la carte des gros émetteurs. Les plus grosses zones industrielles françaises, comment les faire construire leur trajectoire à l'échelle territoriale, comment les faire cheminer vers des outils communs qui vont leur permettre collectivement de décarboner plus facilement leurs activités. Donc ça, c'est décrit sur le slide suivant. Donc, ce dispositif ZIBAC, donc on a déjà eu une première clôture au mois de mai, on a une clôture qui arrive le 15 novembre et une dernière clôture au mois de mai prochain. Donc là, l'objectif, c'est de créer un groupement ou un consortium qui va permettre de conduire un certain nombre d'études pour pouvoir dimensionner quels seraient les équipements, quels seraient les investissements et quelles sont les trajectoires à construire à l'échelle territoriale pour intensifier la décarbonation de ces zones très fortement émettrices. Donc là, on va parler de chaleur, on va parler d'électricité, on va parler d'hydrogène, on va parler de CO2, on va parler de trajectoires également individuelles des gros secteurs émetteurs de ces zones-là. Et on va faire en sorte que collectivement, ces acteurs s'accordent et investissent dans la durée ensemble pour décarboner leurs activités. Donc voilà, là je réponds un peu à l'échelle territoriale qui était posée tout à l'heure dans le chat. C'est un exemple, c'est à grande échelle puisque là on touche vraiment les plus grosses zones émettrices, mais dans le temps c'est aussi des beaux exemples de gouvernance qui va pouvoir se démultiplier à l'échelle française. J'ai une question, Marina, si tu me permets. Oui. Là, on parle de dispositifs qui sont surtout adressés à des sites existants, des outils de production existants. Si on parle par exemple d'une start-up industrielle qui a un projet de création d'usine, est-ce qu'elle peut être accompagnée en amont de son projet, en amont de la création de cette usine, sur justement une trajectoire carbone? Là, pour le coup, ce ne sera pas dans ZIBAC. Enfin, ZIBAC, on est vraiment sur les zones émettrices. Ensuite, une entreprise qui veut se construire, l'objectif, c'est de définir son plan et de voir si elle est bien alignée par rapport à ces trajectoires de Paris. Donc, une réflexion type acte serait intéressante. Par contre, acte est quand même dimensionné pour répondre aux besoins de sites existants. Donc, à voir comment ça peut être adapté, mais pourquoi pas. Ok, merci. Voilà pour la partie accompagnement. Je vais passer à la partie soutien de déploiement. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été déjà évoqués dans la présentation de Thomas. Bon, déjà, le bilan du FDI, on l'a évoqué. Donc, c'était 1,2 milliard d'euros pour ces 3 années. Donc là, on arrive au bout. Comme on le disait tout à l'heure, une grande marche avec cet appel à projet, avec une belle dynamique qui s'est enclenchée, un grand nombre de lauréats et puis finalement derrière un abattement CO2 qui est notable et qui montre finalement ce fort potentiel que l'on a dans l'industrie et qui a montré le chemin pour arriver à un dispositif tel que France 2030 dont je vais vous décrire un certain nombre d'appels à projets maintenant. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Par contre, je vais illustrer. J'illustre avec 4 typologies de projets que l'on a pu voir dans le FDI, donc un des volets de France Relance sur la partie industrielle. C'est donc un appel à projet qui a permis de couvrir les différents leviers que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, l'efficacité énergétique avec le remplacement, par exemple, d'un four dans une aciérie, laminé marchand, l'installation de séchoirs beaucoup plus efficaces et permettant en plus d'accueillir des CSR. Donc là, on est dans une activité de plâtre.
Donc ça, c'est des exemples sur la partie efficacité énergétique. En matière de récupération de chaleur, donc il y a de la récupération sur centrale d'air comprimé pour abaisser la chaleur en entrée d'une chaudière centrale. En plus, on va pouvoir derrière y mettre du bois. La réutilisation de chaleur issue de condensat, de buée, de réseaux de refroidissement. Donc ça, c'est l'exemple d'Adiceo. On a un certain nombre de projets de récupération de chaleur fatale aussi dans des sites type PSA que j'ai en tête, où l'on va du coup plus produire tout sous forme de vapeur. On va récupérer de la chaleur pour alimenter une boucle d'eau en milieu industriel, et derrière on va pouvoir ajouter une chaufferie bois pour répondre au complément des besoins. Donc ça, c'est des belles réalisations. Quand on parle d'électrification, donc on a l'exemple des remplacements de procédés de cuisson en électrifiant des fours. L'installation de recompression mécanique de vapeur dans le secteur de la chimie. Et quand on parle de décarbonation, il y a également un levier que je n'ai pas évoqué tout à l'heure parce qu'il est plus vrai pour les gros énergo-intensifs. C'est quand on travaille sur les intrants matières. Donc là, on a l'exemple du ciment. On va faire de la substitution dans le clinker par des argiles qui va permettre de décarboner le produit fini. Ou l'exemple de Saint-Gobain qui a travaillé sur des taux de calcin en entrée, donc plus de recyclage pour derrière augmenter l'impact carbone de leurs produits finaux. Donc ça, c'est 8 projets issus du plan de relance, mais qui montrent de beaux exemples de réalisation qui peuvent faire des petits pains dans le cadre de France 2030. Sur le slide suivant, donc ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, donc le France 2030, donc on monte encore une marche là avec 5,6 milliards d'euros pour décarboner l'industrie, avec 5 milliards dédiés vraiment au déploiement et 600 millions plutôt pour l'innovation. Et donc, ce qui m'amène à décrire un peu le panorama sur le slide suivant. Donc là, on parle études d'accompagnement, on en a déjà parlé. La partie innovation, je n'ai pas prévu de l'évoquer en détail aujourd'hui. Pour autant, il faut savoir qu'on a des appels à projets côté France 2030 qui sont notamment dédiés aux PME avec IBAC PME qui a des clôtures prévues cette fin d'année ainsi que les années suivantes, étalées dans le temps, vraiment pour aider l'innovation au sein des PME sans besoin de consortium universitaire. Quand Denibac est plutôt dédié là à des consortiums avec des projets plus ambitieux en termes de CAPEX à plus de 1,5 million d'euros. Moi, je vais me concentrer sur la brique déploiement, qui était un peu la commande aujourd'hui. Donc, la suite finalement de France Relance, qu'est-ce qu'il y a dans le fonds France 2030 quand on parle de décarbonation de l'industrie et comment tout ça s'articule également avec des dispositifs existants, historiques et qui sont toujours nécessaires à les décarb. Donc sur le slide suivant, on va parler de IZF qui était une initiative en réponse aux événements en Ukraine, certes, mais qui a permis quand même d'enclencher la dynamique de France 2030 très rapidement. Donc, on a eu 150 millions au printemps pour 3 appels à projets. L'appel à projet BCIAT, donc là qui vise les installations de chaufferie biomasse, donc dans la continuité de France Relance. Le volet 2 Décarb Inde, qui est également dans la continuité de France Relance, qui permettait de déposer des projets de plus de 3 millions d'euros pour décarboner en profondeur des sites industriels. Avec la priorité de réduire la dépendance aux combustibles et aux intrants fossiles. Donc ça, c'est des appels à projets qui sont clôturés aujourd'hui et en cours d'instruction. Pour autant, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la suite. France 2030, l'objectif, c'est de poursuivre cette dynamique sur ces sites-là, dans cette dimension-là. Donc, des appels à projets et des programmes vont se poursuivre sur ces thématiques. Un petit nouveau quand même dans le cadre de IZF, quelque chose de plus éphémère, qui est finalement la continuité du guichet ASP qui a été fermé au 1er juillet, qui s'appelle Décarb Flash. Donc là, c'est un appel à projet qui a seulement 2 dates de clôture, une qui vient de se terminer le 15 septembre et une dernière date le 3 novembre.
qui vise vraiment à identifier des équipements en industrie, mais avec une cible plutôt vers les PME et les ETI, pour des projets de moins de 3 millions d'euros de CAPEX, qui vont permettre de décarboner avec des opérations standardisées les sites industriels. Donc là, je vais pouvoir vous développer un peu plus en détail ce nouveau dispositif qui, je rappelle, aujourd'hui n'a qu'une seule date de clôture et n'a pas de visibilité dans le temps. C'était donc un des axes de l'appel à programme IZF. Donc ce dispositif qui se résume en une liste d'actions prédéfinies. Donc, on a un certain nombre d'actions sur les grandes thématiques qui sont énoncées sur ce slide. Donc, la récupération de chaleur fatale à moins de 6 gigawattheures par an. Ce 6 gigawattheures est intéressant parce qu'au-delà, on considère que c'est des projets qui doivent être traités dans le cadre du fonds chaleur. L'amélioration des rendements énergétiques par l'installation d'appareils. Donc là, on va avoir typiquement la mise en place de régulation, l'isolation des tuyauteries et des équipements, la mise en place de boucles d'eau, la mise en place de CMV, de RMV sur évaporateur, la préconcentration. Voilà, vraiment des actions d'efficacité énergétique via l'amélioration des rendements. On a une ligne sur la réduction des consommations d'énergie fossile. Donc là, on va vraiment être sur des procédés, sur 4 procédés, les fours, les chaudières, les brûleurs. On va également pouvoir travailler sur le système de chauffage électrique. L'isolation et le chauffage de bâtiments industriels, donc ça c'est une nouveauté. C'était un peu un trou dans la raquette jusqu'à présent. Donc là, on a des lignes sur l'ensemble des actions qui peuvent être conduites pour avoir de meilleures performances du bâti industriel, avec notamment isolation par l'extérieur et isolation des toitures. Et on sait que ça, c'est attendu. On a également une ligne sur la chaleur et le froid renouvelable, donc là qui permet de répondre à des besoins pour des projets moins ambitieux que ce qui est demandé dans le cadre du fonds chaleur. Donc là, on va avoir du solaire thermique, on va avoir de la géothermie, on va avoir la possibilité d'accompagner également des petites chaufferies bois, ainsi que le raccordement d'un site industriel à un réseau de chaleur urbain qui peut passer à proximité. Donc ça, c'est des opportunités intéressantes. Et la possibilité de conduire des études, pas des études qui permettent de définir ce qui est demandé dans le cadre de cet appel à projet, mais des études qui peuvent permettre de poursuivre derrière ces investissements la dynamique de décarbonation en conduisant un audit, en mettant en place des études thermiques de faisabilité ou en mettant en place, par exemple, des moyens de mesure et de comptage. Voilà pour le champ technique de Décarb Flash. En termes de sélection, on est sur des critères techniques, certes, parce qu'il faut répondre du coup aux lignes d'éligibilité qui sont indiquées dans le cahier des charges en ligne. On va derrière faire une sélection en euros par tonne de CO2 évité et ce sera les projets les plus performants en euros par tonne de CO2 qui seront retenus. Il faut savoir que l'intérêt de ce programme, c'est de travailler par grappe de projet. Donc, on a mis des projets supérieurs à 100 kg et inférieurs à 3 millions d'euros. Mais là, on ne parle pas de projets unitairement, mais on parle bien des grappes de projets totales par site industriel. Donc, l'intérêt de ce dispositif, c'est un dispositif simplifié qui va permettre aux industriels de transformer l'essai sur un bouquet d'investissements avec, par exemple, de la récup de chaleur, un peu de comptage, l'isolation de leur bâtiment et pourquoi pas la mise en place d'une solution de solaire thermique pour compléter. L'intérêt est bien là d'avoir un dispositif simple avec une durée fixe de 24 mois, une avance sur devis dès le dépôt du projet, on demande juste des devis et derrière un solde sur facture à hauteur de 70%. Donc, les niveaux d'aide, c'est les taux de l'ADEME, modulo quelques cas où on a besoin de déduire une solution de référence et là, on se met sur le régime relance durable avec des aides un peu moins intensives, mais qui permettent quand même de faire la différence, et des aides forfaitaires sur la partie isolation des bâtiments et ENR. Il y a des conditions particulières, bonus pour les Outre-mer et la Corse, avec un seuil minimum plus faible et des bonus en termes de taux d'aide sur ces secteurs, sur ces régions-là.
Donc, comme je le disais, donc un appel à projet qui se veut simplifié, qui se veut réactif, avec une date unique de clôture aujourd'hui au 3 novembre 2022, avec tous les éléments en ligne pour candidater avec un tableur simplifié, tout de même une hotline qui se veut réactive avec le contact descarteflash@adem.fr. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions sur cette boîte. On a du monde derrière pour y répondre. Et éventuellement aller consulter la webinaire de la T2E qui donne peut-être plus de détails par ligne sur les différentes actions prédéfinies. Marina, quelle est l'enveloppe globale dédiée à Descartes Flash? Alors, l'enveloppe globale n'est pas définie à ce jour. On a 150 millions d'euros pour l'appel à projet IZF. C'est un arbitrage ministériel qui va se conduire sur la base des 3 volets d'IZF. Donc là, je ne peux pas apporter de réponse à cette question aujourd'hui. Merci. Un tout dernier point, c'est un dispositif Descartes Flash qui est cumulable avec les C2E dans la mesure où les actions qui sont couvertes de manière suffisamment convenable par les C2E ne sont pas éligibles à Descartes Flash. Par contre, les actions où les C2E plus une aide complémentaire sont nécessaires pour que ces actions soient réalisées dans de bonnes conditions économiques, on les a maintenues. Donc, pas de difficulté de cumul, non-cumul avec les C2E. On a géré les choses en amont. Voilà pour Descartes Flash, donc on attend les projets. Par contre, si on revient sur le slide précédent, l'objectif de ce dernier slide était de montrer les autres dispositifs d'aide au déploiement complémentaires aux outils de France 2030. Donc, on a évoqué les appels à projets BCIAT, les appels à projets Descartes 1 et Descartes Flash. On a également en complément les C2E, qui sont là historiquement, qui à chaque période démontrent une grande part attribuée au domaine de l'industrie. Et donc des C2E que l'on peut produire de différentes manières. Donc le gros volume se fait via des opérations standards. Aujourd'hui, on a 34 fiches d'opérations standardisées en industrie. Donc vous avez la liste à différents endroits sur Internet, notamment sur le site du ministère de l'écologie. Il faut savoir qu'il y a des fiches qui sont très utilisées, d'autres moins. Il y a une dynamique de création de fiches. C'est un dispositif qui est simple, mais qu'il faut intégrer dès le début parce qu'il y a besoin de démontrer que le C2E est actif et incitatif. Donc, c'est la démarche d'obtention des opérations standards. Il faut l'anticiper pour pouvoir en bénéficier une fois que les travaux sont lancés. Donc, à bien questionner dès la réflexion d'un projet. Quand on parle de C2E, pour des projets un peu plus complexes, non soumis, non couverts par des opérations standards, il faut se poser la question des opérations spécifiques, où là, il faut déposer un dossier détaillé. Ça représente à peu près 11% du volume des C2E dans l'industrie. Ça peut être de belles opportunités pour des dossiers non ciblés par des fiches standards. Depuis 2019, les C2E sont maintenant éligibles également pour les sites soumis à EUTS, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec une démarche un peu simplifiée qui s'apparente aux opérations spécifiques, mais avec des montants forfaitisés comme c'est le cas dans le standardisé. Donc là, ça vaut le coup de se pencher sur la question pour les sites ETS. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, les C2E, ça permet également de financer des programmes. Et c'est notamment les C2E qui financent les programmes Pro-SMEN sur l'ISO 50001 pour la mise en œuvre de la démarche en site industriel, ProRefi et Invest. Et donc, c'est à savoir, c'est le même outil financier qui finance également cette montée en compétences. Quand on parle d'autres dispositifs, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, le fonds chaleur de l'ADEME est tout à fait complémentaire à tout le panel déployé dans le cadre de France 2030. C'est le fonds chaleur, c'est vraiment l'outil qui permet d'accompagner la récupération de chaleur, le déploiement d'ENR en milieu industriel notamment, la mise en place de réseaux de chaleur. C'est un dispositif qui est pérenne dans le temps, qui a de la visibilité, qui a déjà conduit à de très belles références en milieu industriel. Donc vraiment, c'est un dispositif qui vient s'articuler avec France 2030 et qui vaut le coup pour vous accompagner dans l'investissement de solutions de récupération de chaleur et d'ENR avec des aides qui peuvent monter à 30% sur la récupération de chaleur pour les grandes entreprises, à 40% pour les ENR et avec des bonus pour les PME.
Donc là, vous avez toutes les modalités sur ce slide, les liens vers le site de l'ADEME pour le fonds chaleur, vers les C2E sur le site du ministère. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, on a une vision complète de tous les outils à disposition pour décarboner vos sites. Pour finir, donc quelques slides pour aller au-delà des financements. Les outils qu'on a aujourd'hui pour répondre aux accords de Paris, il y a le paquet Fit for 55 qui est en cours de validation au niveau européen. On a des trajectoires qui se mettent en place au niveau français qui sont rechallengées, notamment dans le cadre de la SFEC. Donc là, je vous ai donné des outils vraiment pour construire les trajectoires à l'échelle d'un site industriel pour pouvoir derrière mettre en œuvre des solutions et investir vers la décarbonation. Mais il y a également d'autres actions qui sont conduites en parallèle à l'échelle nationale avec les plans de transition sectorielle où là, on construit les trajectoires des secteurs industriels français pour voir finalement quelles sont les trajectoires d'investissement sur lesquelles il faut investir pour décarboner massivement les gros secteurs. On travaille sur au périmètre national sur la construction des trajectoires de décarbonation à l'échelle des zones industrielles. Donc là, c'est ce que je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de ZIBAC. Et on travaille également à la mise en place de ACT, cette démarche à l'échelle d'un groupe qui permet vraiment de définir la stratégie d'investissement et de décarbonation des activités des entreprises. Donc là, on n'est plus à l'échelle des sites, on est à l'échelle des secteurs, des zones industrielles et des entreprises. Et pour autant, c'est des outils qui vous amèneront à arriver à des conclusions en matière d'investissement. Je vais passer vite sur la fin. Donc là, c'était un petit zoom sur les plans de transition sectorielle conduits par l'ADEME qui visent vraiment l'aspect technologique pour décarboner, mais également l'aspect financier, comment ça va se structurer, qui va permettre de mettre en évidence les plans d'action publique et privée nécessaires et comment ça va impacter les marchés. Voilà, et sur le slide suivant, c'est le calendrier. Le calendrier de ces PTS avec le PTS aluminium qui est en cours de finalisation, les PTS chimie à ammoniac, chlore, éthylène qui vont être finalisés plutôt en 2023 et dans les tuyaux, le PTS acier ainsi que les PTS verre, sucre et papier carton qui seront plutôt pour premier et deuxième trimestre 2023. Tout ça va donner beaucoup de grains à moudre à nos différentes filières industrielles. Merci. Voilà, merci de votre écoute. Merci Marina pour ce panorama bien complet et très pratique et surtout pour le parfait respect du timing. On a voulu compléter cette intervention par un témoignage, celui de Wayne Head, qui est directeur du site de Tata Steel à Maubeuge et qui était lauréat justement d'un appel à projet. Wayne, je vous laisse la parole pour ce témoignage. OK. Merci. OK, je vais présenter notre plan de décarbonisation et le projet que nous avons fait et nous allons faire en partenaire avec EDAM et France Relance. Avant, je vais expliquer le projet d'amélioration, etc., etc. C'est important, je décris le procédé, les opérations à Tata Steel Maubeuge. Le produit acier filmé, la capacité de site environ 400 000 tonnes par an. Sur le site, nous opérations, nous procédés, nous avons un laminoir à foire, un découpage. Nous avons 2 lignes combinées qui applique le revêtement zinc pour le processus avec le processus de galvanisation, le recuit. Et nous avons le processus d'application de peinture et le film. Sur le même site, nous avons un centre de service appelé. En fait, le site ensemble, c'est le plus gros site en Europe qui produit le produit PAN. En fait, c'était il y a 4 ans, 5 ans, 2008, quand nous avons commencé la démarche énergétique. Nous avons un groupe de travail avec 5 ou 6 experts. Et en fait, l'objectif du groupe de travail était à définir la base de travail, en fait, le niveau de CO2 pour chaque
process pour chaque partie de l'équipement, identifier le gaz, la consommation de gaz, l'électrique, et bien comprendre nos processus sur notre site. Slide suivante, s'il vous plaît. En fait, le groupe de travail là a été le déclencheur pour notre plan de décarbonisation pour le site. En fait, nous avons lancé le plan depuis 2018, mais en fait, le projet prend le temps à mettre en place. En fait, au début, nous avons fait les choses simples. En fait, nous avons changé l'éclairage pour le LED, nous avons fait les économies avec le compteur, nous avons mettre en place ISO 50001 qui a nous aidé avec nos processus à réduire, à bien maîtriser notre partie énergétique. À la même temps, nous allons mettre en place, nous allons changer notre incinerator pour une nouvelle génération d'incinérateur regenerative qui utilise la peinture à chauffer, comment je peux dire, la canette avec la céramique qui brûle le solvant. En fait, quand le process là à température, nous n'avons pas le besoin de gaz. Le retour d'investissement là était au début était 4 ans, mais en fait avec le prix de gaz actuel aujourd'hui, c'est 2 ans. En fait, depuis 2008, nous avons réduit notre consommation de CO2 par 11%. Le site, le Camembert montre toute la partie énergétique pour le site. Alors, en fait, avant la démarche énergétique, notre gaz était environ 65-66% de notre partie énergétique qui crée la majorité de CO2 sur le site. Après, en fait, le projet là a donné les améliorations de 11% qui a réduit nos émissions par 6 000 tonnes par an. En fait, le site produit 51 000 tonnes de dioxyde de charbon par an. En fait, c'est l'équivalent de 11-12% d'amélioration. Le projet qui sont en cours, le projet important qui je vais parler aujourd'hui, c'est le four. En fait, nous avons 2 lignes de galvanisation à Tata Steel Maubeuge. La ligne 2, le préchauffe, le four préchauffe a une chaudière, etc. C'est une technologie qui a 40 ans, 50 ans d'âge, n'était pas très efficace. En fait, nous avons fait une étude à changer le four, à supprimer la chaudière, etc., etc. Alors, en fait, après nous avons fait l'étude, nous pouvons faire les économies de gaz environ 11%, 11% qui est important. Mais en fait, sans la subvention de IDAM avec France Relance, le retour d'investissement était 10 ans. Avec le groupe Tata, il y a le type d'investissement différent. En fait, pour l'investissement stratégique comme la décarbonisation, normalement, nous devons avoir un retour d'investissement au pire 4 ou 5 ans. En fait, sans l'aide, nous ne pourrions pas justifier l'investissement. Avec l'aide, nous avons justifié l'investissement. En fait, les subventions sont 3,1 millions. En fait, avec le soutien de Tata, du groupe Tata, c'était 3,6 millions d'euros. En fait, ça déclenche le projet. Nous avons le moyen de mettre en place le projet. En fait, avec le prix de l'énergie, de gaz, nous avons aujourd'hui le retour à 2 ans. Les autres projets qui sont en cours
nous allons commencer l'année prochaine, c'est le remplacement de tour erreur refroidissement. Et en fait, avec le changement de deux tas, nous allons mettre en place une boucle chaleur aussi qui va aider la récupération de chaleur partout sur le site. En fait, avec la boucle chaleur, nous avons le moyen à prendre l'énergie, l'énergie fugitive de processus. Nous pouvons utiliser la chaleur là à chauffer le bâtiment, à chauffer le bac d'acide, etc., etc. Ici, notre plan de décarbonisation. Le plan est tranché en quatre pistes. La piste, pour moi, qui est le plus important, parce qu'en fait, c'est le remplacement de gaz. En fait, où nous pouvons améliorer l'efficacité de processus et nous pouvons supprimer l'utilisation de gaz, c'est le premier point qui est important. Après, avec la décarbonisation, si nous pouvons changer le processus de gaz par la partie électrique, on change. Mais en fait, la première priorité de chaque projet, est-ce que nous pouvons réduire la consommation d'énergie? En fait, juste avec le processus là, pour le remplacement de feu, le changement d'incinérateur régénératif, etc., les autres récupérations de chaleur, nous pouvons réduire nos émissions CO2 sur le site par environ 50%. Avec l'électrification de nos processus, nous pouvons réduire nos émissions CO2 par un autre 15%, sans l'utilisation de l'hydrogène. OK, l'hydrogène vert, c'est une nouvelle technologie, et en fait, nous sommes encore à faire la recherche. Est-ce que nous pouvons changer, remplacer le gaz avec l'hydrogène? Mais en fait, sans l'hydrogène, nous pouvons réduire nos émissions par 65%, qui est pas mal. Les autres projets, on fait la recherche aujourd'hui avec le panneau solaire. Aussi, on fait les investigations. Il y a le processus de cuisson plus efficace. En fait, nos processus utilisent l'induction. En fait, il y a les autres technologies qui est neuve aujourd'hui, qui utilisent beaucoup moins d'énergie. Aussi, une autre question, est-ce que nous pouvons supprimer ou réduire la quantité de solvant dans notre peinture? En fait, notre objectif, et c'est pour notre site, est à devenir carbon neutral par 2030. OK, c'est ambitieux. En fait, OK, pour moi, c'est réalisable. Et voilà le plan de décarbonisation pour Tata Steel Bush. Merci beaucoup, Wayne. C'est une belle illustration de ce qui est possible de faire, notamment grâce aux aides mises à disposition. Et bravo surtout pour la prestation en français. Je ne sais pas si j'ai réussi à en faire autant en anglais. Donc, merci beaucoup et bravo. Il nous reste 10 bonnes minutes pour finir ce webinaire. Je passe tout de suite la parole à Sophie Laurent du comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique pour nous présenter la plateforme jedécarbone.fr. Sophie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je m'excuse pour ma voix un petit peu d'outre-tombe. J'ai succombé au virus ambiant. Ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. Alors, jedécarbone.fr est une plateforme qui, comme l'a dit Jean-Philippe, a été mise en place par le comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique. Donc, c'est un dispositif qui est encore assez jeune, qui est en train de monter en puissance. J'ai rejoint l'équipe récemment. Donc, le but de la plateforme Je Décarbone est aujourd'hui de permettre la décarbonation de l'industrie, de participer aussi à toute l'efficacité énergétique aussi pour l'industrie. Donc, il y a 3 leviers. C'est les économies d'énergie, c'est faire mieux avec ce qu'on a, aussi consommer moins. C'est tout ce qui est aussi énergie et chaleur bas carbone et la capture et la valorisation du carbone.
Alors, je vais passer assez vite sur la slide suivante parce que les autres participants ont déjà bien travaillé sur ce domaine et comme il nous reste 10 minutes pour 2 interventions. Aujourd'hui, nul doute que l'urgence est sur la décarbonation et sur les économies d'énergie. À la fois le contexte géopolitique et les accords de Paris nous poussent à faire beaucoup mieux et à accélérer cette décarbonation pour l'industrie française. J'ai vu effectivement dans les questions qu'il y avait des points sur la partie innovation. C'est vrai que l'innovation va prendre du temps, mais va permettre aussi plus tard d'avoir de meilleurs rendements. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui existent dans le domaine. Donc, jeudécarbone.fr est une plateforme qui va permettre de mettre en relation ces technologies qui sont aujourd'hui existantes, donc des offreurs de solutions, mais également des intégrateurs, des bureaux d'études, des cabinets de conseil qui vont permettre de guider les entreprises et de proposer des solutions à des entreprises qui, elles, ont des besoins, donc qui seront également référencées sur la plateforme. Et cette plateforme va permettre ainsi de structurer cette filière de la décarbonation en ayant toute la chaîne de valeur à amont, donc permettre à des offreurs de solutions de se faire connaître aussi à des intégrateurs et à des bureaux d'études, et puis de pouvoir massifier la demande, c'est-à-dire que toutes les demandes qui vont émerger de l'industrie vont pouvoir être mise en lumière sur la plateforme Je Décarbone. Et donc, pour des offreurs de solutions et des intégrateurs, ça va être aussi l'occasion de pouvoir avoir l'ensemble de la demande à laquelle il va falloir répondre, donc soit par leur technologie aujourd'hui qui existe, soit en faisant effectivement de l'innovation qui est également financée par des dispositifs comme l'ADEME. Et donc, cette plateforme va pouvoir mettre en relation la chaîne de valeur amont et l'aval avec les entreprises qui souhaitent décarboner leur site industriel, donc par le biais de la plateforme, mais également par le biais de rencontres qu'on appelle les rencontres iDécarbone. Slide suivante. De rencontres iDécarbone qui réuniront l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc, vous voyez, Je Décarbone aujourd'hui, outre le comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique, un ensemble de partenaires qui sont Alice, le CEA et également l'ADEME. Et vous avez l'Accord Team. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie nous soutient également, et dans l'Accord Team, vous avez plusieurs grandes entreprises qui vont être là pour aider à organiser toutes ces rencontres de la chaîne de valeur. Un grand nombre de partenaires aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, un démarrage très récent, mais surtout des rencontres qui vont s'organiser. Première rencontre d'importance qui sera le 10 octobre à Paris, qui est la rencontre iDécarbone Expert, et d'autres rencontres qui vont permettre soit de faire des rencontres filières, donc des rencontres qu'on fera avec d'autres comités stratégiques de filière, mais sur des thématiques, par exemple, on a vu la chimie, on a vu la métallurgie, l'industrie de la fonderie, qui a été évoqué récemment. On a vu le bois, ça va être aussi, par exemple, des plateformes des rencontres sur l'automobile également. Et on va organiser aussi des rencontres iDécarbone qui seront plus en région, qui vont permettre de vraiment faire se rencontrer le territoire, les entreprises des différents territoires pour mailler. Voilà. Donc, je vais revenir sur le 10 octobre à Bercy. Donc, c'est une rencontre qui permettra de lancer cette plateforme iDécarbone avec une intervention des ministres, Madame Pannier, Runacher et Monsieur Lescure, et qui aura pour but de faire se rencontrer lors de rendez-vous B2B les acteurs amont de la filière, donc sans end user, et aussi de faire pitcher des solutions et donc de mettre en valeur certaines solutions qui seront particulièrement intéressantes pour les industries qui souhaiteront ensuite décarboner et les utiliser. Donc une manière de mettre en évidence certaines solutions qui seront plus intéressantes, plus innovantes, qui auront des coups de cœur d'un jury. Donc moi, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme jeudécarbone.fr pour
vous faire connaître, pour faire connaître votre entreprise, pour faire connaître aussi vos solutions et vos compétences et vos savoir-faire. Et puis, participer à cette première rencontre du 10 octobre et aussi être informé sur les futures rencontres qu'il y aura soit en région, soit sur les filières. Merci beaucoup Sophie et d'avoir accéléré la présentation pour laisser un peu de place ces dernières 5 minutes à Romain Bonenfant qui vient conclure ce webinaire. Donc, Romain est chef du service de l'industrie à la direction générale des entreprises et il a accepté de clore ce webinaire avec nous. Très bien, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Merci d'abord à France Industrie d'avoir organisé ce webinaire sur un sujet qui est tout à fait essentiel pour nous en termes de politique industrielle. J'y reviendrai. Et merci à l'ensemble des intervenants, notamment l'ADEME pour sa présentation très pratique, l'exemple assez concret et parlant, je pense qu'on a vu avec Tata Steel, et puis le CSF NSE pour cette plateforme qui va vous donner des outils aussi assez concrets pour réaliser vraiment la décarbonation dans votre entreprise. Donc, la décarbonation, c'est vraiment l'une de nos grandes priorités à la direction générale des entreprises en termes de politique industrielle. On structure un peu nos actions autour de 3 grands pôles. D'abord, renforcer l'autonomie stratégique des entreprises industrielles, accélérer la résilience de notre économie, accompagner les entreprises dans les 2 transitions, la transition numérique d'une part, et puis la transition écologique, c'est-à-dire dans l'industrie, pour une partie, ces sujets de décarbonation. Donc, on travaille de longue date sur ces questions de décarbonation concrète, à la fois sur les dispositifs. On vous en a présenté un certain nombre et vous avez vu qu'il y a une certaine forme de complexité parce qu'en fait, la décarbonation, c'est une typologie finalement qui est assez large de projets et donc il faut couvrir l'ensemble de la surface qui va vous permettre d'avoir les outils pour décarboner concrètement vos entreprises. C'est aussi tout un travail qu'on fait qui est beaucoup plus analytique pour essayer de comprendre comment et à quel coût, à la fois en termes d'investissement privé et de soutien public, on peut effectivement réaliser nos objectifs de décarbonation. Pour ça, on a fait pas mal de travaux avec des grandes entreprises énergo-intensives, avec également les filières industrielles. On fait tout un travail notamment avec France Industrie, avec le Conseil national de l'industrie dans le cadre des comités stratégiques de filière pour essayer de fixer un cap, des feuilles de route sur les filières les plus émettrices et donc d'identifier concrètement ce que ça veut dire se décarboner en termes de gisement de décarbonation, les ruptures technologiques qu'il faut passer, etc. On l'a vu dans les présentations, les émissions dans l'industrie, elles sont quand même concentrées dans quelques grandes filières, elles sont aussi concentrées sur les grandes entreprises, mais je voudrais insister sur ce message en conclusion, c'est vraiment une question qui concerne toutes les entreprises, en particulier les PME et ETI. On n'est pas forcément au degré d'appropriation qu'on souhaiterait de ce sujet. Si je fais un petit retour d'expérience sur le plan de relance, on a vu qu'il y a eu un très grand succès des dispositifs de décarbonation. Si on regarde finement entre les différentes catégories d'appels à projets qu'on a lancés, on peut voir que les appels à projets qui ont visé plutôt les gros projets, les grosses entreprises, ont plutôt mieux fonctionné que les dispositifs qui visaient les plus petites entreprises. Et je peux faire aussi la différence avec ce qu'on a fait en termes de transition numérique, donc d'appropriation et de déploiement de l'industrie du futur dans les entreprises, beaucoup plus d'appropriation constatée concrètement sur ces sujets numériques par rapport à celui de la transition écologique. Donc, on sait que c'est peut-être plus compliqué si je poursuis cette comparaison avec le numérique pour lancer des projets de décarbonation parce que ça touche vraiment au cœur du processus industriel. C'est des investissements qui sont quand même souvent beaucoup plus lourds, bien évidemment, donc c'est normal que ça prenne du temps. Néanmoins, ces questions de décarbonation sont vraiment un sujet de compétitivité majeur. Bien évidemment, pour les entreprises les plus énergo-intensives, on a en tête évidemment les cas de l'acier, du ciment, on voit bien que la compétitivité de ces industries sont vraiment liées directement à leur capacité à se décarboner. Mais c'est vrai aussi pour les PME ou les plus petites entreprises de manière plus générale. La contrainte environnementale va aussi les affecter par finalement leurs donneurs d'ordre, leurs clients, qui
qui, dans leur bilan de décarbonation, quand ils vont réaliser leur scope 3, vont interroger finalement ces sous-traitants et vont contraindre finalement les sous-traitants sur ces questions d'émissions. Donc, il faut vraiment prendre le train de la décarbonation pour rester compétitif et positionné sur le marché. C'est aussi une opportunité de gagner des parts de marché de manière très claire. Là aussi, c'est vrai pour les énergo-intensifs, c'est vrai aussi pour les plus petites entreprises. Pour rester dans cette compétition, notamment sur les chaînes de sous-traitants, ce sera certainement un élément complètement différenciant sur les différents marchés industriels. Et puis aussi des opportunités sur l'offre. Donc, on l'a vu avec la plateforme du CSF-NSE. Il y a toute une offre française de décarbonation qu'il faut promouvoir, qu'il faut utiliser dans l'électrification des procédés, aussi dans des éléments de rupture. Il y a l'hydrogène, par exemple. Vous savez qu'on a un grand projet européen qui est en cours. On a eu encore une décision récente de la Commission qui va nous permettre de financer à très grande échelle des projets tout à fait majeurs qui vont permettre de la décarbonation de manière tout à fait innovante. Et pour conclure, en termes de perspective, on vous a parlé finalement de deux grandes catégories de sujets, des objectifs qui sont fixés de manière assez macro. Hein. Il y a des objectifs au niveau européen de décarbonation. Et puis, on a un ensemble de dispositifs dont vous pouvez vous saisir, j'allais dire, de manière un petit peu opportuniste quand vous avez des projets. Nous, notre perspective, c'est vraiment d'essayer de concilier les deux, c'est-à-dire de voir comment, en utilisant l'ensemble des dispositifs et en les faisant évoluer, on est capable de se mettre dans une logique vraiment de planification écologique qui va permettre de construire la trajectoire qui nous amène au respect de nos objectifs et de voir de notre côté comment on accompagne, comment on soutient ce mouvement vers la décarbonation. Donc, en conclusion, j'espère que ce webinaire aujourd'hui vous a donné les outils pour soit vous mettre à l'étrier si vous n'étiez pas encore sur cette trajectoire de décarbonation, ou bien accélérer avec des pointeurs assez concrets vers les appels à projets que vous pouvez utiliser. Voilà, merci à tous. Merci Romain. Vous avez été plus de 250 participants aujourd'hui et on a reçu beaucoup de réponses auxquelles on ne peut pas forcément répondre. En revanche, on vous propose de nous contacter directement. Vous avez la liste des adresses mail des organisations auxquelles vous pouvez vous adresser, sachant que le webinaire était enregistré, donc nous publierons la vidéo de ce webinaire ainsi que la présentation sur le compte LinkedIn de France Industrie et d'autres médias. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci pour votre participation.